Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de cette deuxième saison de mes parties jouées en réel. On joue la cinquième ronde du championnat suisse par équipe 2022. On joue contre l'équipe de Bumplitz. On joue à nouveau à domicile. L'équipe de Bumplitz, si vous vous en souvenez bien, on avait joué contre eux la saison dernière. C'était ma troisième partie de la première saison. J'avais fait un match nul un peu stratégique contre Peter Schmidt, qui n'avait pas vraiment le choix d'accepter la nulle parce que sinon il était perdant, mais ce qui permettait à l'équipe de gagner 2,5, 1,5 et on se rapprochait gentiment mais sûrement du match de promotion. Je vous invite à retourner voir ces vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Alors, à nouveau, on s'est dit, est-ce qu'on essaie de faire une composition stratégique? Et ils ont un joueur, on sait qu'il joue tout le temps les blancs, qui je pense que vous savez déjà où ça va en venir si vous avez vu la vidéo précédente. Mais il joue tout le temps les blancs. J'avais joué contre lui déjà. C'est un joueur qui a 2050 Elo. Et ça s'était terminé par une nulle. Je lui dis, ok, je sais que c'est un joueur de E4. Donc lui, il joue E4. Et j'ai beaucoup regardé une ligne. C'était sur la française. J'ai vu quelques parties de lui où il jouait la française avec les blancs. Je lui dis, ok, je peux envoyer une ligne que j'avais préparée. Mais comme par hasard, ils ont décidé eux aussi de faire une formation stratégique. Et pour la deuxième fois de suite, le joueur qui joue tout le temps avec les blancs a décidé de jouer avec les noirs. Et en plus, on l'avait ciblé ce joueur, parce que non seulement moi je joue au deuxième échiquier avec les noirs, et notre capitaine joue au quatrième échiquier également avec les noirs. Donc les deux, on s'est mis d'accord pour le cibler. Donc ils ont été très malins, donc du coup, leur joueur phare nous a évité tous les deux. Et moi je me retrouve face à Claudio Ziber qui n'avait pas joué l'année précédente, donc lors de ma troisième partie de la première saison. Il y a Peter Schmidt, il était là, lui il a joué au troisième échiquier. Et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il peut jouer? J'ai le sentiment, je sais pas, c'est l'intuition. Je dis, lui, il va me jouer D4 à tous les coups. Et ça ne manque pas, il ouvre avec D4. Donc cette fois-ci, j'ai pas la même chance qu'il y a 2 semaines en arrière. Donc pas de prépa possible. Il faut que je me remémore des lignes. Je me dis, ok, mais contre Hans-Peter Schwab, j'ai peut-être la possibilité de jouer B6 et de retenter des fous B7. Mais la différence, c'est que maintenant, il y a E4 de possible. Et là, avec les 2 pions au centre, c'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, je me dis, ok, est-ce que je peux tenter F5 de jouer une hollandaise? Parce qu'on peut retransposer dans la ligne que j'avais eu face à Hans-Peter Schwab. Donc après C4, cavalier F6, cavalier C3, E6, E3, B6. C'est exactement la même position. Le problème, c'est bien évidemment, il n'y a pas que ça comme ligne. Et ça fait longtemps que j'ai pu regarder la hollandaise. Et la hollandaise, c'est vraiment une ouverture où il faut être très très sûr de soi pour la jouer. Ok, j'essaie de me rappeler de quelques lignes sur les lignes de base, donc qui sont cavalier F6 et D5. Et je décide de jouer D5. Qui joue C4, je fais E6, cavalier C3, et là, en tant que pélo, donc en tant que suiveur de Joachim Muhammad, je me dis, ok, je vais jouer le Magnus Queen's Gambit. Vu que je regarde beaucoup ses vidéos, je me dis, ok, je sais quelles sont les idées de base. Donc l'idée de base, c'est on veut forcer, parce qu'on menace de prendre en C4 et de jouer B5. La plupart des joueurs décident de prendre en D5, et après on se retrouve dans une structure Carlsbad. Je vais pas trop dire dans les détails, je pense si vous regardez mes vidéos, vous regardez également les vidéos de Joachim, donc je pense que vous savez, vous êtes rodé sur cette ouverture du Magnus Queen's Gambit. Et il y avait une autre partie qu'il avait joué lors du Road to Gem de Capel, où l'un de ses adversaires avait joué E4. Donc je me dis, ok, bon, j'ai quand même un certain bagage, et il me joue un coup qui m'a un petit peu surpris, il joue E3. Pourquoi ça me surprend? Parce que E3, c'est pas tellement un coup qu'on a envie de jouer avec les blancs, parce qu'on enterre le fou de case noire, on a plutôt envie de le sortir avant. Et là, il sort directement. Alors, je peux plus prendre le pion maintenant. En fait, il défend le pion, c'est son idée. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette position? Alors, sans doute qu'il fallait que je prenne. Mais je me dis, ok, juste développe tes pièces tranquillement et on verra par la suite. Donc, je joue cavalier F6. Et il joue cavalier F3. Et j'ai un premier moment d'hésitation parce que j'avais envie, comme dans la partie face à Hans-Peter Schwab, donc j'essaie un petit peu j'essaie de retomber dans les positions que j'avais eues la partie précédente, parce que ça s'était très très bien passé stratégiquement. Et je me dis, fou B4 peut être une idée.
Mais là, le problème, c'est que je vois sa dame à 4 échecs. Fait une fourchette entre le roi et le fou, donc le seul coup valable, c'est cavalier B6 pour protéger le fou. Mais je vois ça C prend, E prend, et fou B5. Très intéressant. Je peux pas prendre le fou, parce que le pion est cloué à la tour. Donc je me dis, j'ai pas tellement le choix, il menace juste de prendre le fou. Maintenant, le cavalier est cloué avec le fou, donc je dois jouer fou prend C3, B prend C3, fou D7 pour protéger le cavalier. Et après, fou prend C6, dame prend C6, dame C2. C'est très intéressant comme position, mais ça n'a absolument rien à voir avec la partie que j'avais eue contre Hans-Peter Schwab. Le fou, il peut venir en A3, il sera très bien placé sur cette diagonale, donc il n'y a pas les problèmes d'enfermement du fou. Les pions C, il n'y a pas de pion C doublé, il va même peut-être pouvoir jouer C4 pour venir casser un petit peu le centre. La case E5 qui peut être très très bonne pour le cavalier dans cette configuration. C'est pas la même chose. Le fou de case blanche ici, il est quasi inutile. Alors oui, il protège la case E4 par rayon X, mais il rayonne pas. Il va pas aller chercher l'attaque sur le roi dès qu'il va roquer. Donc, je vois cette position, je me dis, bon, fou B4, du coup, c'est pas extraordinaire. Et je me dis, j'ai une idée, en fait, sur la prise en C4 que je vais expliquer tout à l'heure, mais également une idée dans cette ouverture du gambit dame, c'est qu'on veut prendre le pion une fois que les blancs ont joué leur fou de case blanche. Par exemple, fou E2 ou fou D3, prise C4, fou prend C4. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Là, j'ai joué fou E7. Je me dis, ok, c'est un coup de développement classique, je vais rocker. Et je me dis, ok, l'un des coups justement que l'on joue dans ces ouvertures, c'est de développer le fou parce qu'on veut rocker. Et du coup, on gagne un temps. Après, prise C4, fou prend C4. Et je me dis, B5, admettons fou D3, il revient sur la case sur cette diagonale qui est une diagonale très intéressante pour les blancs dans ces ouvertures, et fou B7. Et je me dis, ok, là, le fou, il est bien. J'ai l'aile dame qui est pas trop mal développée. Je me dis, ok, peut-être après du fou B4 qui peut arriver par la suite. Je me dis, pourquoi pas. Ça, le fou de case blanche, il est bien placé. On sait que c'est un talon d'Achille si on n'arrive pas à faire ouvrir le centre. Là, je me dis, là, je suis content de cette position. Et il va être très malin. Et il me joue le coup B3. C'est très malin parce que maintenant, bah, si je prends, il va reprendre du pion B. Et il va ramener un pion au centre. J'aurai plus de pion central. Là, je me dis que c'est plus extraordinaire pour moi. Je me dis, ok, bon, ça c'est un plan qui tombe déjà à l'eau. Bon, ben, j'essaye quand même de développer un peu mes pièces. On est qu'au 6e coup. Et si vous voulez, je ressens déjà un malaise. Je me dis, j'arrive pas à avoir au long terme une position qui m'arrange. Donc je suis déjà un petit peu dans l'embarras. Bon, je décide de rocker, bien sûr. Il fait fou D3. Alors, je sais, hein, la théorie, c'est de jouer B6. Enfin, l'un des coups théoriques. L'idée, c'est on va sortir le fou en B7. Et les idées, ben, je vais passer juste la suite. Il joue petit roc, je fais fou B7. Et les idées, c'est de mettre le cavalier B en D7. Et un petit peu comme dans la partie précédente, de jouer sur la case E4 et sur la case C5. C'est grosso modo les idées que j'ai. Il joue Dame E2. Qui lui continue dans son esprit de vouloir jouer E4 par la suite. C'est bien, il lit les tours également. Enfin, il les lit pas encore, mais il est prêt à les lier. Maintenant, il reste plus qu'à bouger le fou. Je joue cavalier BD7. Et il joue tour D1. Ok, alors je m'étais dit également, il peut pas jouer E4 dans cette position. Parce que là, il y a un petit coup subtil, il y a fou B4. Et les blancs, ils perdent une pièce obligatoirement. S'ils défendent par exemple le cavalier par fou B2, on peut jouer fou prend, pion prend, et on fait la fourchette classique entre le fou D3 et le cavalier F3. Et s'ils tentent le coup intermédiaire E5, on peut quand même prendre C3. Et après prise F6, on peut déjà prendre la tour si on veut. Mais il y a même cavalier prend F6 qui est possible. Et dans cette position, on a un pion de plus et on est bien mieux. Fou prend 1 est également possible. C'est juste que là, il y a peut-être des problèmes. Après, pion prend G7, le roi, les lignes sur le roi qui peuvent s'ouvrir, ça peut être pénible. Il peut y avoir même peut-être, pourquoi pas, des dames H5 qui arrivent. C'est gagnant également, mais c'est un petit peu plus pénible. Simplement ça. C'est juste si on veut jouer le matériel et puis jouer agressif, ou un peu plus tranquille et de prendre juste le pion de plus et puis de capitaliser juste sur le pion de plus et la position légèrement avantageuse. Mais il joue pas E4, donc il joue tour D1.
Et je me dis, ok, il faut que je joue actif, parce que sinon je vais me faire marcher dessus. E4 va arriver. À un moment ou à un autre, E4 va arriver si je fais rien. En termes de pendule également, lui, il lui reste 1h18 et moi, j'ai plus que 1h04. Ça se voit que je suis pas à l'aise du tout dans cette ouverture. Mais ok, j'essaie de me raccrocher un petit peu à la branche et je fais cavalier E4. Je dis, ok, il faut que je joue actif, je tente de jouer actif. S'il prend du cavalier, ben c'est la même que tout à l'heure, c'est la fourchette des prends et je gagne une pièce. Et sur fou prend, je dis ok, pion prend. Admettons qu'il veut venir en E5, qui serait une bonne case. Là, je peux jouer F5. Et j'ai un joli trident sur case blanche qui contrôle bien le centre. Et finalement, ça, je peux encore m'en sortir. Je me dis, j'ai également la paire de fous. Bon, ça, c'est un petit peu anecdotique. La position n'est pas très ouverte. Mais ok, ça peut aller. Je peux peut-être faire fou F6 pour mettre un peu la pression sur le cavalier E5. Ok. Mais évidemment, il prend pas. Il joue fou B2. Développe sa dernière pièce. Il défend son cavalier. Mais ok, là, j'avais mon idée. Fou B4. Et là, je suis prêt à envoyer le jeu de couleur, à jouer fou prend cavalier, et à tenter un jeu de couleur et de jouer F5 par la suite pour bien contrôler les cases blanches au centre. Alors avec le pion en D5, c'est un petit peu plus gênant que s'il était en D6, mais ok, ça c'est une concession que j'étais prêt à faire pendant la partie. Et je m'attendais à ce qu'il joue tout naturellement tour AC1, c'est le coup logique. Il va pas jouer ça. Il va jouer un coup que, alors que j'ai vu, mais que je me suis dit, il va pas jouer ça, c'est ridicule, c'est ce que je m'étais dit dans un premier temps. Il joue cavalier B1. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il remet son cavalier sur la case de base? Il bloque la liaison de ses tours, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, je comprends ce qu'il veut. Il veut jouer A3 au prochain coup sans que je puisse rentrer dans le jeu de couleur. Mon fou, il a pas beaucoup de cases, soit D6, soit E7. Et une fois qu'il va revenir, en plus en D6, il y a peut-être des idées de C5 qui peuvent arriver, on va en parler plus tard dans la partie. Et si je reviens en E7, bah, il revient en C3. Et finalement, ok, lui, il a fait un aller-retour B1, C3, mais moi, j'aurais fait un aller-retour B4, E7, donc ce sera un petit peu le statu quo, et j'aurais pas réussi à échanger des pièces. Donc c'est très malin ce qu'il fait stratégiquement, parce que, comme je l'ai dit, j'étais déjà pas à l'aise. Et là, je me dis, wow, qu'est-ce que je peux faire? Ok, je vois cet alignement sur la colonne D bizarre, avec la dame derrière. Je dis, ok, essaye de bouger la dame. Et j'ai regardé dame F6 assez longtemps. Je dis, ok, je suis dans ce viseur, mais dès qu'il se passera quelque chose, je m'écarterai en H6 et je commencerai à attaquer sur l'aile roi. Donc j'essaie de calculer dame F6, voir si c'est possible. Ok, je regarde dame F6. Je me dis, s'il joue C5 avec l'idée d'enfermer le fou, je fais pion prend, et juste j'écarte la dame, le pion C5 sera attaqué 3 fois, il sera perdu au prochain coup, donc il peut pas faire ça. Et sur A3, alors je peux pas revenir en D6. Parce que si je reviens en D6, il y a C5 de possible. Alors après, je devrais jouer fou E7, mais je perds un temps un peu pour rien. Et je me suis dit, ouais, est-ce que provoquer C5, je sais pas si c'est une mauvaise chose pour les blancs. Par contre, je peux pas prendre, parce que si je prends, pion prend, la dame et le fou noir sont attaqués, et fou E5 n'est pas possible, parce qu'après cavalier prend E5, cavalier prend E5, F4, on joue sur le clouage du cavalier E5 à la dame, le pion F qui attaque le cavalier, je perds une pièce. Et la partie derrière. Donc je me dis, ok, mais sur A3, je peux revenir en E7. Et je regardais cette position, je me dis ok, puis après je vais jouer dame H6. Et ok, on verra ce qui se passe, peut-être C5 également par la suite. Mais je me dis ok, j'ai le cavalier qui est pas mal actif, je dois faire quand même attention à pas qu'il soit enfermé. Mais je me dis une fois que je viendrai en H6, au pire il pourra revenir en F6 ce cavalier. Je me dis j'ai juste besoin d'un petit peu de temps pour m'organiser et je voyais pas de manière pour lui d'être immédiatement actif. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Et finalement, je joue dame F6. Et il joue A3, et donc je viens en E7. Et il me joue C5, qui est un coup que j'avais calculé lorsque j'avais joué dame F6. Mais j'ai oublié une idée qui je ne vois que maintenant. Je me dis ok, mais il y a autre chose de plus pénible que juste prise, ok, mais s'il prend B6, je me dis ok, je reprends du pion et j'ouvre la colonne C, je peux mettre une tour dessus, c'est pas le problème. Je dis, mais là mon idée c'était dame H6. Mais en fait, je vois C6.
que j'avais complètement oublié dans mon calcul précédemment. Je fais ah, C6, c'est fort. C'est fort parce qu'après fou prend C6, tour C1, attaque le fou, et si je rebouge le fou, que ce soit en B7 ou en B5, ça change rien, il y a tour prend C7, la tour qui infiltre, et là ça devient très pénible, et à nouveau je dois complètement reculer. Ça, je me dis ça va pas. Mais je me dis ok, bon j'ai peut-être cavalier B8, je me dis ok, j'essaie de tenir le fou, je vois cavalier E5, et dans mon calcul, je me suis arrêté là. J'ai un tout petit peu regardé, j'ai fait ok, il menace le fou C6. Je dois bouger le fou, il va prendre en C7. Et en fait, il y avait un coup dans cette position que je n'ai pas vu. Je me suis arrêté trop tôt dans le calcul. Il y a le coup fou D6. L'idée, c'est qu'il ne peut pas prendre le fou parce qu'il y a dame prend H2, roi F1 et dame H1, échec et mat. Donc on contre-attaque en fait complètement sur l'aile roi. Et j'ai complètement zappé ça. En fait, je pense... Oui, ça fait un petit moment qu'elle a été jouée cette partie. C'était en septembre l'année dernière. Mais j'ai souvenir que j'avais calculé beaucoup en fait le coup C6, mais directement comme si c'était à lui de jouer. Si je me dis si c'est à lui de jouer, il joue C6. Et du coup, j'avais toujours ma dame en F6. J'ai pas en fait fait les calculs avec la dame en H6. Je me suis dit de toute façon qu'elle soit en F6 en H6, ça change rien. Alors qu'en fait, oui, ça change tout. Ça change tout parce que après il y a fou D6 à la fin et l'enfilade sur le pion H2. Donc ouais, j'ai... Je sais pas, tactiquement, ça a pas joué aujourd'hui. Ça n'avait pas joué ce jour-là. Et ok, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre C6. La menace, c'est C6. Comment je peux la contrer? Je me dis un peu comme face à Hans-Peter Schwab, quand il a voulu jouer C5. Pour contrer, j'ai joué moi-même C5. Donc je me dis, ok, je joue moi-même C6. Mais c'est vraiment un coup que je joue à contre-cœur total. Mon fou est totalement enterré. Mais je me dis, ok, essaye juste maintenant de bloquer ces lignes. Et après, on verra comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Mais ok, chaque chose en son temps. Mais là, en fait, déjà, il avait un coup qui gagnait. Mais je vais... On va voir la ligne. Ça va être joué dans la partie, mais c'est juste avec un temps de moins. Il a joué B4. Et en fait, en termes de temps, lui, il lui restait plus de 40 minutes, moi, une vingtaine de minutes. Ce qu'il a fait après son coup, il s'est levé, puis il a été fumé de cigarette. Et okay, bon, moi, j'avais déjà l'idée, j'ai joué B5 quasi tempo. Je me suis dit, ok, comme ça, lui va fumer sa cigarette, il va perdre 3-4 minutes. Et moi, j'essaie de, au niveau du temps, de souffler un peu. Et il revient, et en fait, il réfléchit 2 minutes, et il m'envoie cavalier E5. Et là, en fait, après cavalier E5, je comprends que je suis très, très, très mal. Il menace, cavalier prend D7. Si je le défends avec la tour F ou la tour A, ça change rien, il y a F3. Maintenant, mon cavalier, j'ai pas eu le temps de jouer le dame H6 pour revenir en F6. Et si je viens en G5, il y a H4, et le cavalier G5 n'a plus de case, donc je perds une pièce. Donc je prends le cavalier prend, pion prend. Mais là, à nouveau, menace F3. Le pion maintenant qui va contrôler la case F6. Ok, alors la ligne de l'ordinateur, il disait que la meilleure possibilité de tenir, c'était de jouer dame G6 et de laisser la pièce. Après F3, on s'auto-cloue, mais on joue F5 dans cette position. Juste pour montrer, après F prend E4, F prend E4, fou C2, on peut tenter la contre-attaque par fou H4. On peut tenter d'infiltrer en jouant tour F2. Et c'est vrai que c'était assez malin de tenter les infiltrations par tour F2, parce que tour F1 ne fonctionne pas, ça ne fait que nul. Le seul coup qui permettait de garder un avantage pour les noirs, c'était de jouer tour D2 dans cette position. Mais bon, après, dans la partie, j'ai joué dame H4. En fait, j'avais cette idée de rendre la pièce contre des pions, mais d'une manière différente. Je me suis dit, après, G3, dame G5. Mon idée, c'est que s'il fait H4 maintenant, je reviens en G6. Parce qu'il ne peut plus jouer F3 parce que j'aurais dame prend G3 sur échec. Et sur fou prend E4, important, je reprends de la dame. Et j'arrive à fermer les lignes et ça va encore. C'était un petit peu mon idée. Et je m'étais dit, s'il fait F3, bah là, je donne la pièce contre les deux pions. Cavalier prend, pion prend, dame prend. Je dis, j'essaye de survivre dans cette position avec deux pions contre la pièce. Après, le problème, c'est paradoxal, mais finalement, le roi blanc, il est assez sécurisé. Il va juste jouer dame G2 et l'échange des dames va être quasi obligatoire pour les noirs. Parce qu'en fait, c'est finalement le roi noir qui va se faire canarder. Il y a la tour qui va pouvoir arriver par la suite. Le fou qui vise. On n'est pas dans une bonne position là avec les noirs. Mais bon, c'était ce que j'estimais être ma meilleure chance de tenir. Mais là, très intelligemment, il a joué fou prend E4. Et après, pion prend E4. Il infiltre avec tour D7.
je peux plus sauver mes 2 pièces. Menace en fait H4, et je pourrais plus défendre le fou E7. Bon, j'ai joué tour FD8, je me dis comme ça, au moins, quitte à perdre une pièce, autant perdre le mauvais fou, mais il a été très malin, il a joué H4. Il me dit, ok, je peux prendre l'un de tes deux fous, ben je vais prendre le bon fou. Hein, tu veux me laisser le mauvais? Non, je te prends le bon, enfin le bon. C'est relatif. Et ok, bon, j'ai joué 2-3 coups comme ça, j'ai pris la tour des 7, il a pris la dame, j'ai repris. Je me dis, ok, je sais pas, peut-être. Tour pion contre dame, est-ce qu'il y a quelque chose? Mais bon, déjà, il avait fou D4 qui bloquait complètement la colonne, mais il joue encore mieux, il joue cavalier D2 dans cette position. Abandon. Il menace cavalier, prend E4 et je peux pas empêcher ça. Voilà, une défaite qui m'avait quand même fait mal parce que j'ai été dominé dans absolument tous les aspects du jeu. Après la partie, quand on a analysé, je me suis dit, ouais, il a quand même un bon niveau, il jouait bien. Franchement, il expliquait après des lignes ce qu'il avait vu. Il disait justement qu'il avait vu C6 et qu'on avait été gratté un petit peu loin. On avait vu des lignes, je m'en rappelle plus de tout parce que j'ai essayé d'oublier cette partie. Mais des lignes que moi j'avais vues et que moi j'estimais, ouais, je sais pas, stratégiquement ça me plaît pas trop. Puis lui, il trouvait en fait des manières de s'en sortir. Je fais, ah, mais en fait, il a bien joué, il était dans une très bonne journée. Et en fait, je vous mets le rapport de partie. Finalement, il a joué à 87%, ce qui n'est pas encore dingue non plus. Mais vous voyez, il y avait déjà un premier gain. Je vais vous remettre la position à Dame F6. Dans cette position, il y a déjà un gain tactique. Est-ce que vous le voyez de votre côté? En fait, C5 marchait dans cette position. Avec l'idée, après pion prend C5, maintenant de jouer A3 et de bloquer le retour du fou sur cette diagonale. En fait, de combiner les deux idées. Si je viens en A5, maintenant prendre pion prend C5, le fou attaque la dame. Et après qu'on écarte B4 et le fou A5 est enfermé. Donc en fait, on perd une pièce. Et la meilleure manière de s'en sortir dans cette position, c'est de jouer C4, de tenter le contre-jeu. Fou prend E4. Si on reprend D prend E4, il y a cavalier E5. Bon, c'est tout, c'est... Tout menace tout, en fait. Les noirs n'arrivent pas à s'en sortir. Le cavalier attaqué, le fou est attaqué, et si on prend le cavalier, le pion reprend, la dame est attaquée, le fou est attaqué. À chaque fois, il y a une double menace, donc on s'en sort pas. Donc, il faut jouer C3 dans cette position. Après, cavalier prend C3, fou prend C3, fou prend H7, échec, on va gagner un pion. Et après, roi prend H7, fou prend C3. C'est la meilleure manière de prier pour survivre avec les noirs. Déjà, matériellement, il y a un pion de moins. Puis, voilà, quoi. Le problème, c'est ce fou à nouveau, ce fou qui est un peu enterré. Alors, celui-là, il l'a un petit peu aussi, mais... Voilà, la colonne C qui peut être utilisée, enfin... Bref, le roi qui est un petit peu à l'air également. Mais bon, ça peut-être au niveau amateur, ça peut éventuellement se tenir. Donc voilà, une défaite qui me coûte 13 Elo. Après, je me dis, bon, bah, ça arrive, hein. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir une mauvaise journée, de mal jouer, de perdre des points. Je me dis, on parlait de Joachim en début de vidéo, il a également à Formentera, il avait perdu une partie contre quelqu'un qui avait 200 Elo de moins que lui. Même Garry Kasparov, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, il a perdu en 6 coups il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, contre des professionnels, oui, mais il a quand même perdu en 6 coups. Donc voilà, ça arrive à tout le monde, mais je me dis, cette défaite, elle m'a quand même appris que voilà, c'est les positions que j'ai de la peine, c'est voilà, trouver des idées sur des 4. Je m'étais pas mal entraîné ensuite sur des 4 pendant un petit moment à me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur des 4 avec les noirs pour réussir à tout simplement à m'en sortir, d'avoir une position, au moins une position que j'apprécie. J'ai essayé plusieurs ouvertures, j'ai essayé de les jouer sur internet, j'ai appris plusieurs ouvertures également. Et je me dis, la prochaine fois qu'on me jouera des 4, au moins je saurai un petit peu où aller et comment jouer sans être dans une position où j'essaye un petit peu d'y aller sur des souvenirs, d'y aller à l'aveugle, et puis de me retrouver dans une position où finalement je ne suis pas à l'aise. Voilà, du coup, cette partie se termine. La partie suivante sur le plan du calendrier, elle est 2 semaines plus tard. Je me suis juré cette fois-ci, tu ne regardes pas et vous ne faites pas de plan stratégique avec le capitaine. Bon, le capitaine décide qui va où. Après, bien sûr, on avait regardé avec lui, mais maintenant, voilà, je me dis, ok, il me met au premier, il me met au deuxième, avec les blancs, avec les noirs. C'est lui qui gère. Je ne regarde pas les adversaires, enfin je regarde le résultat pour voir un petit peu s'ils jouent bien et tout. Mais surtout, je ne regarde
pas ce qu'ils jouent, je regarde pas dans leur base de données, je joue mon jeu et j'essaie de me concentrer sur moi plutôt que sur l'adversaire, parce que j'ai encore quand même du travail pour bien m'en sortir en sortie d'ouverture. Allez, on se retrouve très bientôt pour la prochaine partie de cette deuxième saison. Ciao, ciao à tous.